Je vais essayer de parler de certains pionniers en fait, du plein air. Et pourquoi la petite enfance? Parce qu'il faut savoir que dans les écoles maternelles, certaines écoles maternelles plein air de France entre 1900 et 1945, on accueillait aussi les petits-enfants. Dès 2 ans, on retrouve une présence d'enfants, par exemple, dans l'école maternelle de Rouen, et voilà, qui accueillait des tout-petits parce que il y avait une volonté de réformer l'éducation nationale et en même temps d'accompagner ces tout petits enfants autrement dans un contexte effectivement de prévention sociale contre la tuberculose. Il y avait une volonté de sauver la race humaine, de libérer les corps, de réparer le corps et dès la petite enfance quelque part. Voilà. Alors, comme le sujet effectivement de l'histoire plein air est extrêmement vaste, de l'époque de l'entre-deux-guerres. Je vais donc vite fait parler de l'expérience française, des pionniers du plein air, au niveau des médecins, des architectes, des élus. Je vais faire vite. Je me suis arrêtée sur une expérience du château de Vernet, puisque en France, ça a démarré chez nous plutôt en 1907. Donc c'est un mouvement qui a traversé effectivement toute l'Europe, qui était quand même très important, le mouvement plein air, on n'avait pas de médicaments pour soigner la tuberculose, donc il fallait effectivement trouver un autre moyen. Donc il y a un professeur, le professeur Grancher, qui est un professeur de médecine, qui va partir en Allemagne et qui va trouver donc une école, l'école de Charlottenburg en 1904, la Haute-Schule, et il va ramener ce modèle en France. Et c'est le maire de Lyon qui va être attiré par cet établissement. Et en 1907, il va ouvrir une première école plein air au château de Vernet, donc dans un grand château qui comprenait à peu près 7 hectares. Alors cet établissement recevait une 50aine de petits garçons choisis dans les classes de Lyon par le médecin du bureau d'hygiène Paul Vigne. Et cet établissement s'organisait comme un internat de mai à octobre. Alors là, on n'y accueillait pas forcément des tout-petits, mais des enfants un peu plus grands, issus de milieux quand même défavorisés, qui pouvaient attraper la tuberculose. Je bascule sur l'ermitage de Mulhouse en 1906. Alors en 1906, Mulhouse n'était pas forcément française, mais cet établissement a joué un très grand rôle au niveau de la France aussi, puisque c'est un modèle qui va être énormément copié durant tout le mouvement plein air français. Et donc le château de Vernet et Mulhouse ont joué des rôles importants en France. Alors Mulhouse, je connais bien parce que j'ai été le visiter. Effectivement, c'est assez émouvant, c'est une grande propriété bourgeoise de 3,6 hectares et qui est située au sud-ouest de la ville, sur les pentes de Réberg. Donc il y a de grands espaces extérieurs pour accueillir les enfants. Actuellement, cet établissement est une pouponnière plein air, piclérienne, et à l'époque, elle est restée 20 ans école plein air. Ensuite, elle a basculé du côté pouponnière. Voilà. Pour faire simple, alors il y a bien évidemment l'école de Suresnes dont a parlé ce matin Sylvain, donc vous avez déjà vu les photos. C'est l'école qui a ouvert en 1935. Qui est une école qui a joué un grand rôle, qui existe toujours d'ailleurs, que vous pouvez visiter à Suresnes. Alors finalement, ces écoles s'adressaient à qui? Alors ces écoles s'adressaient à la fois aux enfants pré-tuberculeux, mais aussi aux enfants sains. Il faut savoir que le mouvement était tellement important qu'il y a aussi un mouvement pour les enfants sains. Et puis aux pédagogues désireux d'innover, de changer tout le système scolaire et aux éducateurs. Voilà. Alors j'essaye de faire vite. Donc en 1922, il y a un congrès international de plein air qui va ouvrir, un grand congrès en France, et où on va définir qu'est-ce que l'école de plein air. Et on va la distinguer de la classe aérée et du préventorium. Donc l'école de plein air, à l'époque, c'était un établissement d'éducation situé hors des villes et réservé aux enfants non tuberculeux mais ayant besoin d'un régime scolaire et d'hygiène spéciale sous contrôle médical. La classe aérée, c'est une classe dont les fenêtres restent toujours ouvertes d'un côté. Et le préventorium, c'était un établissement par contre qui accueillait des enfants tuberculeux. Alors l'école de plein air souvent était soit créée par un médecin, mais souvent dirigée par des instituteurs.
Et puis le préventorium, lui, était beaucoup dirigé par des médecins, voilà, des grands médecins. Je vous montre une photo quand même de France, voilà, pour vous montrer toutes les régions qui ont quand même été touchées par le mouvement plein air. Il y a quand même énormément d'écoles, il y en avait à peu près plus de 500 en 1936, donc le mouvement était quand même très important. Je vous cite rapidement certaines régions, l'Ain, l'Allier, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Ardenne, l'Aube, la Charente, la Côte d'Or, les Côtes du Nord, la Dordogne, l'Eure-et-Loire, le Gard, la Haute-Garonne, etc. Donc il y avait même Paris, 12e, 13e, 14e, 15e, 17e, 20e arrondissement, la Seine-Maritime. Donc il y avait quand même beaucoup d'écoles de plein air à cette époque-là, en France. Donc à Paris, par exemple, on comptabilisait à peu près 12 écoles de plein air par arrondissement. Donc c'était quand même assez énorme. Et moi, quand j'ai découvert ça, j'ai bien évidemment écarquillé les yeux parce que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai été agréablement surprise. Au niveau des pionniers. Donc effectivement, il y a un médecin. Je me suis arrêtée sur un médecin, c'est Paul Félix Armand de Lille, qui est un médecin important parce qu'il a, après Grancher, effectivement, il a joué un rôle important dans la lutte contre la tuberculose, mais en même temps, en 1928, il va devenir le nouveau président du comité national des écoles de plein air et des colonies de vacances. Et il voulait accélérer le mouvement plein air en France. Donc, tu vois, un médecin très engagé au niveau plein air. Alors pour lui, le plein air transmettait des valeurs sur lesquelles les médecins insistaient, l'hygiène et la prévention. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous, les éducateurs de jeunes enfants, on est comme pour les instituteurs confrontés parfois à des réticences de PMI, par exemple, où des médecins ne veulent pas forcément qu'on sorte les enfants, etc. Et donc là, on voit bien qu'à une autre époque, finalement, c'est les médecins qui ont demandé en fait, à sortir les enfants dehors. Donc c'est ça qui est assez paradoxal. Voilà. Alors un autre médecin bien important, bien évidemment, l'Ovide de Crolly, mais Sylvain en a très bien parlé. Donc c'était aussi un médecin belge et en même temps de la ville de Bruxelles et en même temps un grand pédagogue de l'éducation nouvelle qui va, alors lui, intervenir de nombreuses fois dans les congrès internationaux de plein air. Il y en a eu 5 importants. Et il fut à l'origine de l'auréole scientifique qui entourait le mouvement plein air. Au niveau des architectes, eh bien, il y a eu énormément d'architectes. Si vous êtes intéressé par ça, il faut lire le livre d'Anne-Marie Châtelet, Le souffle du plein air. Alors là, vous verrez, elle a été extrêmement rigoureuse, elle a vraiment retracé toute l'histoire architecturale du mouvement plein air. Alors, ce qu'il faut retenir par rapport à ces écoles, c'est qu'on est passé d'une expérience, par exemple, de tentes, où les enfants étaient accueillis sous des tentes, et on a voulu absolument mettre des enfants dans des établissements plus en dur, en termes plein air, pour que ces écoles perdurent dans le temps. Alors, ces écoles plein air étaient en forme de pavillon, pour une meilleure circulation de l'air de façade à façade. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus sur le mouvement architectural parce que vous en avez déjà parlé, enfin, plus ou moins parlé. Alors en termes d'élus, il faut savoir effectivement que le mouvement plein air de l'époque a intéressé des élus. Alors notamment, bien, comme je l'ai déjà dit, le maire de Lyon en 1907, et roi Édouard Herriot, qui a été très sensible à l'œuvre Grancher. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, la mairie de Lyon repart dans une volonté de monter des crèches semi-plein air, c'est-à-dire que la mairie de Lyon est venue me visiter au mois de mai de l'année dernière. Ils ne connaissaient pas leur histoire en termes de plein air. Donc j'ai discuté avec la chargée, la personne qui coordonne toutes les crèches de Lyon, et elle a été très étonnée quand je lui ai parlé du château de Vernel, elle ne connaissait pas du tout. Et effectivement, elle a retrouvé les traces au niveau des archives, mais voilà, ils ne connaissaient pas du tout. Donc j'ai rencontré l'adjoint au maire qui est venu donc dans mon établissement, M. Vasseur, et avec tout son staff, donc il y avait le médecin de PMI, les espaces verts, etc. Donc ils ont une vraie volonté de monter des crèches plein air. Il y en aura une vingtaine à peu près qui vont ouvrir en 2023, il faut savoir, voilà. Et donc c'est intéressant. Autrement, en termes d'histoire, il y a Frédéric Brunet, qui est vice-président de la Chambre des députés, qui a rédigé la préface du livre d'Alice Jouenne en 1927, qui était très engagé au niveau du mouvement plein air
Et lui, il avait écrit, il va préciser que c'est l'honneur de notre démocratie de se préoccuper de l'enfant et de son développement physique, tant au point de vue de l'être que de son utilité sociale. Il me paraissait intéressant de réaliser une école permanente de cette nature dans laquelle les enfants de l'autodie trouveraient les soins que nécessite leur développement physiologique. Alors en 1920, il y a aussi le ministre Honorat, qui est le ministre de l'Instruction publique, qui va annoncer au Conseil supérieur de l'instruction publique qu'il était temps d'assurer l'inspection médicale de nos écoles et de créer pour les enfants anémiés de nos grandes villes des écoles de plein air. Il y a aussi le ministre de l'Hygiène, Paul Strauss, peut-être que vous connaissez, certainement pour certaines, le ministre de l'Hygiène, Paul Strauss, qui lui a joué un rôle aussi en termes de mouvement plein air, puisqu'il va préciser que la diffusion des écoles de plein air était essentielle partout. Donc tous les hygiénistes du monde entier à cette époque-là approuvèrent cette affirmation. Mais ce ministre, il a joué aussi un rôle pour les crèches ouvrières. Il a joué aussi un rôle au niveau des crèches ouvrières, il a amélioré l'hygiène dans les crèches ouvrières. Et c'est assez curieux parce que ce ministre-là, à la fois il est intervenu, il savait les bénéfices, il connaissait les bénéfices du plein air en termes de développement de l'enfant et au niveau de la santé. Et c'est étrange qu'il ne l'ait pas forcément proposé aux crèches ouvrières. Parce qu'en fait, il a rédigé aussi des lois, etc. Mais il n'a pas forcément... moi, je n'ai pas retrouvé de traces à ce niveau-là, mais peut-être qu'il y en a. Il n'a pas tellement réagi au niveau des crèches ouvrières par rapport au plein air. Et dans les crèches ouvrières, l'accueil du jeune enfant était quand même assez catastrophique à cette époque-là. Et voilà, donc c'est assez surprenant. Alors maintenant, citons d'autres pionniers. Mais Gaston Lemonnier, qui va jouer un rôle important en 1890, très militant, il fonda la Ligue française pour l'éducation en plein air. Il va rédiger, il va beaucoup écrire d'articles, il va intervenir lors du premier congrès international de plein air. Il y a aussi Henri Durault, qui est instituteur, qui en juin 1910 fonda la revue mensuelle d'éducation rationnelle, L'école en plein air. Le but était de faire connaître en France ce qui se passait à l'étranger en termes plein air. Il y a une deuxième revue qui va voir le jour au troisième congrès international de plein air, c'est l'hygiène à et par l'école de Gaston Lemonnier. Un autre acteur qui va jouer un rôle important à cette époque, c'est Jean Dupertuis, qui va créer en novembre 1920 le Bureau international des écoles de plein air en Suisse romande. Voilà, alors lui va réaliser la symbiose entre le mouvement de l'éducation en plein air et le mouvement de l'éducation nouvelle. Il va être aussi directeur d'une école de plein air à 34 ans. Et alors pour lui, c'était vraiment, il était dans le dogme du plein air. Il ne pouvait pas concevoir qu'un enfant soit à l'intérieur. Lui, c'était impossible. Donc pour lui, l'école, elle était dehors. L'enfant était plein air par nature. Donc la classe, pour lui, c'était le jardin scolaire sous le ciel bleu. Voilà, donc lui, il était vraiment du côté très extrême au niveau plein air. Il pensait que le soleil jouait un rôle important et améliorait la santé de l'enfant, ce qui a été prouvé par l'héliothérapie. Parce qu'il faut savoir qu'Augustin, alors oui, c'est un médecin dont je ne vous ai pas parlé, mais Augustin Rollier, c'est un médecin qui, à l'époque, a donc soigné la tuberculose chirurgicale par l'héliothérapie, la thérapie du soleil. Donc c'est un médecin qui a été très décrié, qui était pas très apprécié, mais il a quand même expérimenté pas mal de choses avec l'énergie solaire. Une autre pionnière que vous connaissez peut-être, c'est Alice Jouenne, qui est une institutrice. Alors moi, j'ai découvert son existence il y a 2-3 ans, et c'est très drôle parce qu'en fait, elle a monté une école, elle a été directrice d'une école de plein air juste à peine 3 km de mon établissement, en plein Paris, en 1927. Elle a écrit un livre qui est très intéressant sur l'expérience plein air, sur son expérience plein air. Et alors elle a été aussi très militante, elle a été engagée sur plusieurs fronts militants, politique, syndicaliste, elle a été féministe et elle a développé une forte activité dans le champ de la coopération. C'était une femme très active aussi au niveau des écoles plein air. Elle dirigea donc une école à Paris et elle participa à plusieurs congrès. Elle était pour l'ère nouvelle, l'éducation nouvelle. Au niveau de la pédagogie, je voulais m'arrêter sur effectivement la maternelle de Rouen en plein air, puisque c'est une maternelle qui a accueilli des tout petits enfants, des 2 ans, des tout petits. Donc à cette époque-là, bien évidemment, il ne s'agissait pas de dresser les enfants, mais
de les observer, de respecter leurs besoins. Donc l'école de plein air se situait sur un très beau terrain de la rue des Hospices et elle dominait au sud-ouest toute la vallée de la Seine, le vallon du Chant des Oiseaux. Alors, chaque enfant possédait une serviette individuelle et se lavait les mains au lavabo. Il y avait effectivement une volonté de travailler aussi sur l'hygiène dans ces écoles, qui était assez forte, l'hygiène buccale, l'hygiène corporelle. Et en même temps, pour les plus petits, il y avait des insignes qui permettaient aux enfants de développer leur mémoire visuelle qui étaient mis sur les serviettes, sur les vêtements. À l'extérieur, dans cette école, on y trouvait un bac à sable qui permettait aux jeunes enfants de jouer au sable. À l'extérieur, on y trouvait aussi des arbres fruitiers, ce qui à l'heure d'aujourd'hui, dans la petite enfance, enfin peut-être en province, mais en tout cas sur Paris, c'est impossible pour l'instant. Pour que les enfants développent leur connaissance des fruits, des plates-bandes de fleurs, et ça ajoutait un charme fou au bac à sable. Alors cette école et son organisation pédagogique développaient les compétences des enfants. Les résultats étaient très satisfaisants. Les progrès étaient notoires au niveau intellectuel et ils progressaient nettement plus vite que dans les écoles classiques, les enfants. Les cours étaient plus courts, il y avait plus de jeux et les enfants se développaient plus vite. Donc ça, c'est quand même ce qui a beaucoup intéressé finalement les grands pédagogues aussi. Alors les enfants se sentaient moins oppressés dehors. En plein air, au contraire, l'enfant se sent beaucoup plus libre. Il n'y a plus de murs qui l'enferment. Il est toute la journée dehors. Il retrouve toute sa spontanéité et tout son élan. Les enfants reprenaient même du poids. Ça développait aussi la cage thoracique. Il y a des médecins qui ont mesuré ces effets-là. C'est indiqué dans des livres. On voit des dessins. On voit qu'au bout de 6 mois, la cage thoracique de l'enfant se développe. Les poumons se développent en plein air. Donc c'est très très bon pour la santé. Alors, au niveau pédagogique, les objectifs visés étaient donc l'éveil, la stimulation et la rencontre avec la nature par le biais du jardinage. Les plantations communes donnaient la fierté de semer, de voir pousser les framboises et les fraises. Elles fournissent l'occasion d'apprendre le sens de la coopération. Elles inculquent aussi la patience et la disposition aux apprentissages pratiques. Il faut savoir que dans la petite enfance, on peut se permettre aussi d'avoir un potager. Moi, je le réalise depuis plusieurs années. Les enfants adorent arroser, adorent participer. On peut aussi leur apprendre à respecter les plantes. Ça marche très très bien. Après. Alors les chants, les exercices physiques, les jeux en plein air, des petits travaux manuels afin de prendre confiance en soi étaient destinés aux enfants à cette époque-là. Des animaux comme des lapins, des chèvres éblouissaient les cœurs des jeunes enfants. Donc il y avait effectivement une présence d'animaux dans ces écoles, ce qu'on retrouve, dans ces établissements, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans les crèches actuellement. Quoique c'est en train d'arriver, mais je vous en parlais. Mais le principal était l'éveil sensoriel des jeunes enfants. La terre, les plantes, les insectes, les oiseaux, la pluie même sont ainsi l'occasion de découvertes proprement interminables. Les enfants repartaient chez eux à 18h par autocar. Donc ils arrivaient à 8h du matin. Je vous montre le programme d'une école plein air que vous connaissez peut-être. Alors attendez, je repars en arrière. Voilà. C'est le programme pédagogique de l'école du château de Vernay. Donc vous voyez, il y avait quand même beaucoup d'études en plein air, des temps de récréation, une sieste effectivement qui avait lieu en plein air, beaucoup de repas aussi, parce que c'est des enfants qui étaient carencés, donc il fallait qu'ils retrouvent leur santé. Voilà, donc ça c'était destiné à des enfants un peu plus âgés, mais voilà, j'ai retrouvé ce programme de 1907. Alors, bien évidemment, les méthodes pédagogiques de ce type d'établissement étaient liées à l'expression de la vie. Autour des enfants, il y avait les arbres, les fleurs, les animaux, les nuages, le soleil, les oiseaux, la pluie, l'herbe, ce qui leur permettait d'utiliser tous leurs sens pour comprendre et communiquer avec le monde extérieur, penser et réfléchir. Donc, le rôle de l'éducateur à l'époque consistait à permettre à l'enfant d'observer son environnement en toute liberté. Il intervenait et rectifiait les erreurs commises. À l'école plein air, les enseignants ne variaient pas trop, mais ce sont les méthodes pédagogiques qui divergeaient. Alors l'emploi du temps n'était pas rigide, il dépendait en grande partie du temps. C'est ce qu'on retrouve aussi dans la petite enfance. Moi, je fonctionne avec le temps, avec la météo. Donc j'ai des applications avec lesquelles je travaille et je suis capable, dès le matin, je me réunis avec mon équipe et on va modifier parfois l'organisation.
parce que eh bien, ce jour-là, on peut sortir ou on ne peut pas sortir, on va sortir pendant 1 heure, 2 heures, après on va rentrer. Donc on modifie les organisations, et à cette époque-là, finalement, dans les écoles, ils faisaient pareil. Tout dépendait aussi de l'état physique des enfants. Donc il s'agissait bien évidemment on était centré sur l'enfant comme nous on l'est aussi dans la petite enfance. Hein. On fait attention aux besoins, au respect des enfants. Donc si les enfants ont trop froid, sont pas bien, mal habillés, on va en tenir compte et on peut ouvrir l'espace intérieur pour les accueillir aussi à l'intérieur. Chaque matière était enseignée en fonction de l'observation réelle des éléments, ce qui mettait en activité les sens des enfants et leur capacité intellectuelle. L'enseignement était collectif puis individualisé. Les enfants en difficulté étaient repérés et quelques petits groupes d'enfants du même niveau étaient constitués. Sans quitter le programme scolaire obligatoire, les maîtres des écoles plein air utilisaient la méthode des centres d'intérêt. Il faut savoir qu'en 1936, il y a un certificat d'aptitude au plein air qui a été créé. Pour former justement les instituteurs et les institutrices ou les éducateurs désireux ou éducatrices désireux de travailler dehors. Alors, de nombreux cours étaient proposés dans le jardin, sous le soleil ou près des arbres. Voilà. Il faut mesurer, peser, compter en réalité, toucher la terre, manier des cailloux, des paquets, une balance, des poids, vérifier des surfaces. Le jardin de l'école plein air est un champ merveilleux d'expérience pour les sciences naturelles. Alors, de nos jours, le mouvement plein air réapparaît de plus en plus à cause de cette problématique aussi pandémique. Depuis la naissance des crèches ouvrières, la France a quand même beaucoup progressé concernant le développement du bébé. C'est-à-dire que maintenant, le bébé est vraiment une personne. Hein. On a reconnu qu'il était une personne grâce à de grands spécialistes, aux travaux des grands spécialistes sur les stades du développement du jeune enfant comme Vallon, Piaget, René Spitz, Bowlby, la notion de l'attachement, etc., Winnicott. Il faut savoir aussi qu'Émile Pichler était quand même une adepte du plein air, hein, il faut le souligner. Et on a beaucoup médiatisé le fait que chez Émile Pichler, les enfants dorment dehors, mais dans le mouvement pichlérien, les enfants y jouent aussi dehors. Hein. Ils sont toute la journée à l'extérieur. J'ai discuté longuement avec le cadre pédagogique de l'Ermitage de Mulhouse, qui donc est très pichlérien, qui est parti à Budapest. Il m'a montré beaucoup de photos. J'ai vu un reportage où effectivement, on s'aperçoit que les enfants étaient complètement dehors. Alors ça a peut-être choqué certaines d'entre vous, mais même la table de change était dehors. Alors voilà, le bébé est une personne, mais dans quel type d'espace ? Hein, à l'heure d'aujourd'hui, on se pose quand même la question de l'espace, parce qu'il ne faut pas oublier que l'enfant est un environnement qui s'adapte aux autres environnements. C'est-à-dire une plante est un environnement, un autre adulte est un environnement, et l'enfant entre en interaction avec tous les environnements. Donc, limite, le plafond est aussi un environnement. Et l'enfant va se construire au travers de tous ces environnements. C'est ce que dit, par exemple, Bullinger, qui est psychomotricien. Donc, la pratique plein air touche aussi à la représentation de l'enfant et la manière dont nous les accompagnons dans leur développement. Et alors, le mouvement plein air refait surface actuellement. Donc, j'avais rencontré à l'époque Sarah Vauquiez il y a 3-4 ans, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les enfants des bois », que vous devez connaître certainement. Et dedans, elle parle de tous les projets de l'époque qui étaient amorcés en France, des projets de petite enfance, des réseaux en lien avec la nature qui ont été créés. Il y a l'expérience de Chassagne, par exemple, une halte-garderie en forêt qui existe, le réseau des crèches Agapi, que vous devez connaître, qui est porté par Madame Élise Mareuil, en banlieue parisienne. Il y a aussi, elle est aussi auteure d'un livre « Jouer avec la nature ». Il y a aussi l'expérience bien sûr, de Christelle Ferchou, qui est présente ici, hein, qui a sorti un livre, Emmener les enfants dehors. Il y a aussi le mouvement environnemental, écologique, qui prodigue au travers des sites des conseils à destination des structures petite enfance. Il y a aussi le site de Laura Nicolas, hein, qui apporte beaucoup de connaissances, hein, qui a beaucoup une bibliothèque très fournie. Voilà, donc il y a de nombreux pédagogues qui ont soulevé l'importance du plein air. Bon, par exemple, la pédagogie liée à la nature, Gopfert en 1988, la pédagogie par la nature, Cornell 1979. La mairie de Lyon va donc ouvrir en 2023 une vingtaine de structures semi-plein air. Il y a aussi un gérant Babylou qui s'intéresse au mouvement semi-plein air.
Et en 2023, il va ouvrir 50 structures semi-plein air. Il s'est engagé pour le faire. Il y a aussi à Rennes, il y a des structures qui ouvrent, des micro-crèches à Nantes, dans les Landes, à Colmar. Et il y a aussi un réseau Wildchild, j'ai laissé quelques articles sur les pros de la petite enfance, qui permet de communiquer quelque part avec plein d'éducateurs ou d'éducatrices de jeunes enfants de France. Et j'ai pas mal d'éducatrices qui maintenant m'appellent en fait, parce qu'elles sont désireuses de monter des projets plein air, donc elles me posent des questions. Il y a aussi des péricultrices qui m'appellent. Donc on voit qu'il commence à y avoir quand même tout un mouvement qui émerge en France, et c'est très bien, ce qui prouve qu'il y a quand même de l'espoir en termes plein air. Pour conclure, je dirais que pour les défis futurs qui arrivent, bien évidemment, le modèle économique actuel de nos sociétés post-modernes n'est plus soutenable à l'horizon. Il y a des gros problèmes aussi écologiques. Il risque d'y avoir des zones très, même invivables en termes de problèmes de chaleur, des choses comme ça qui sont très très dures à vivre. Déjà dans certains pays, on voit que ça émerge. L'éducation en anthropocène peut redéfinir nos modes d'interprétation, l'éducation à l'environnement, nos représentations de l'homme dans son milieu nous permettent de comprendre la place de l'enfant, de l'homme dans sa relation avec lui-même et les autres. Donc c'est une éducation qui est questionnée en ce moment, l'éducation en anthropocène, ou l'éducation à l'environnement. Et bien évidemment, ça va devenir une véritable nécessité de former, d'initier, d'initier à ce type d'éducation les enfants et dès la petite enfance. En fait. Le médecin de PMI du 17e arrondissement ne veut pas tellement que je sorte les enfants à une certaine température. C'est-à-dire en dessous de 0. Elle ne veut pas trop que je mette les enfants dehors. Est-ce qu'il dit pourquoi ? Alors, elle n'explique pas vraiment pourquoi. Et donc, du coup, moi, je précise quand même que c'est à moins 10 degrés ou moins 20 que les enfants peuvent vraiment tomber vraiment malades s'ils sont vraiment dehors, mais surtout mal couverts. Mais c'est très étrange. Il y a même des péricultrices, par exemple, j'ai la péricultrice de la crèche d'à côté, qui sort très peu ses enfants alors qu'elle a un immense espace extérieur, qui est magnifique comme tout. Et alors elle me dit, l'air est pollué. Mais alors moi je lui dis, madame, c'est le même air. À l'intérieur, à l'extérieur, pourquoi vous ne sortez pas les enfants? Donc on voit bien que le frein, c'est autre chose en fait. Ce sont des peurs, des représentations du jeune enfant qui ont basculé vers il y a des craintes. D'être en contact avec une température inférieure à celle de confort ou celle de la pièce, c'est pas comme ça qu'on tombe malade. Et ça, c'est démontré scientifiquement. Mais moi, je me heurte à ça tous les ans avec les parents d'élèves. Il y en a qui passent devant l'école pour voir, il n'y a pas de manteau. L'enfant, il court depuis 15 minutes et il faudrait ils sont contents que s'il transpire et qu'il est trempé sous le bidouille. Mais ils n'ont pas d'argument là-dessus. Et certains me disent quand même, le médecin, il a dit que, gardez-le au chaud. Et alors moi, quand j'en parle, on a les mêmes médecins en fait, on côtoie la même médicale, je leur demande et ils ne me disent pas la même chose. Et alors il y en a certains qui vont dire quand même ce serait bien, et si on demande pourquoi, on n'a pas de réponse. On est confronté aux saisons, au froid, au chaud, et le corps s'adapte physiologiquement aussi au vent, et forcément ça a un impact sur notre manière de penser, notre manière de ressentir la vie, donc ça bouge beaucoup de choses à l'intérieur. Et il y a ça qui fait peur aussi, je pense. C'est parce qu'on a tellement mis l'enfant à l'intérieur des structures dès la petite enfance, et même à 18 ans, l'université c'est à l'intérieur, enfin tout est à l'intérieur, on travaille à l'intérieur, enfin, et du coup, moi je vois quand j'embauche quand il y a une première expérience plein air qui arrive, une éducatrice qui arrive par exemple dans ma structure, et qui ne connaît pas du tout le plein air, au départ, elle vit un peu une crise identitaire professionnelle, parce qu'elle se dit, mais qu'est-ce que je fais dans cet espace? Est-ce que je travaille? Est-ce que c'est la cour de récréation? Donc ça bouge beaucoup, les représentations, les repères à l'intérieur. Il y a même certaines professionnelles qui parfois ne peuvent pas supporter le plein air, il faut quand même le souligner, parce que ça éveille des sensations au niveau physiologique, parfois des envies de vomir, ça peut le faire, le vent
parce que le vent qui souffle, respirer le vent qui souffle longtemps, on n'est pas habitué à ça. Le corps n'est pas toujours habitué. Et il y a des personnes qui vont être très habituées à ça dès le départ, et parce que voilà, ça ne les dérange pas, mais il y en a d'autres, bizarrement, ça peut quand même les déranger, même psychologiquement. Bon, c'est comme ça, il faut quand même le savoir, hein, ça existe. Après, c'est vrai que ces médecins de PMI, moi j'ai rencontré aussi d'autres médecins qui effectivement disent le contraire, qui disent que c'est très très bien de mettre les enfants dehors. Même mon médecin de structure me dit que non, vous avez raison, mettez-les dehors. Et après c'est culturel aussi, hein. Moi je pense que toutes vos pratiques plein air que vous mettez en place, même si ce n'est pas toujours facile, plus il y en aura, plus ça sera pris en compte à un moment donné ou à un autre au niveau des lois. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a changé, puisqu'avec la nouvelle charte nationale, en tout cas pour l'accueil du jeune enfant, enfin, il y a un article qui vient d'apparaître et qui s'intitule et qui dit que le contact réel avec la nature est essentiel à mon développement. Donc ça veut dire que maintenant, ça apparaît dans la loi. Donc ça veut dire que en termes de petite enfance, si vous avez une directrice qui vous dit non, moi je ne veux pas que vous sortiez les enfants parce que j'estime que, et qui raconte ce qu'elle veut, vous pouvez vous appuyer sur les textes de loi et dire oui, mais maintenant, c'est mentionné, on demande de. Et moi, je veux aller au bout de l'exercice de ma profession et je veux que ça se mette en place. Et c'est ça, c'est quand même une avancée. Il y a quand même des avancées et ça ira plus loin certainement après. On voit dans votre exposé qu'il y a un élan. Pourquoi est-ce qu'on est un peu parti dans notre société ? Alors pour l'instant, moi j'ai que 3 réponses. Il y a eu l'invention de la streptosonine à l'époque, enfin la création de la streptosonine qui est un médicament qui a soigné la tuberculose. La France a toujours été très pasteurienne avec ses vaccins, on voit bien à l'heure d'aujourd'hui. Mais la streptosonine, comme on a trouvé le remède à la tuberculose, ils ont commencé à fermer légèrement certains établissements. Il y en a d'autres qui se sont transformés aussi. Qui, à mon avis, ont basculé par exemple, les classes vertes dans les écoles, c'est un petit peu ce qui reste un petit peu du mouvement plein air aussi. Et après, je pense que c'est un problème politique. On est passé de la politique, on va dire d'un mouvement de gauche au mouvement de droite. Il y a un plan Langevin-Vallon qui, à l'époque, devait réformer l'éducation nationale et qui n'a pas été accepté par la droite quand la droite est passée au pouvoir en 1945. Et ensuite, moi je pense qu'il y a eu une confusion réelle à l'époque entre la pratique plein air qui émergeait, qui se mettait en place, et le naturisme médical. Je pense qu'il y a eu une espèce de confusion entre les deux, et ce qui fait que la protection maternelle infantile, elle est arrivée en 1945 pour protéger le corps de l'enfant en France. Et du coup, ce naturisme, dénuder le corps de l'enfant au soleil comme ça pour qu'il améliore sa santé, en France, ça dérangeait au niveau des mœurs. Et c'est ça qui a, je pense, un peu freiné le mouvement. Mais quand même, on avait pratiqué, au niveau pédagogique, quelque chose s'était mis en place. Et moi, je vois bien que ma halte garderie, ça fait quand même plus de 20 ans qu'elle existe. Donc on est 5 haltes garderies plein air à être restées sur Paris, finalement, on est toujours là. Et on voit bien que le souffle peut repartir, en fait. Il ne faudrait pas grand-chose pour que ça reparte. À partir de quel âge vous mettez les enfants dehors ? Je sous-entends les enfants qui ne bougent pas encore, qui ne marchent pas. Alors en fait, on peut les mettre dès qu'ils sont bébés. Moi, je ne le fais pas, parce que moi, je les prends à partir de la marche assurée, parce que je n'ai pas de biberonnerie, donc je ne peux pas accueillir des tout-petits. Émile Picler a beaucoup travaillé effectivement sur la manière d'accompagner le petit enfant qui est tout petit à l'extérieur. Elle dit qu'il ne faut pas proposer de trop grands espaces quand ils sont tout petits, parce que ça peut les impressionner. Mais dès qu'ils ont une marche très assurée, vers 17-18 mois, ils peuvent davantage explorer un grand parc, etc. C'est ce qu'on retrouve, moi c'est ce que je retrouve dans ma halte garderie, parce que j'accueille des fois des enfants de 15 mois qui sont plus petits, de 14 mois, plus petits que des enfants de 2 ans et demi. Et parfois, pour eux, je suis obligée de faire un accompagnement un peu spécifique quand ils arrivent, parce que le grand jardin de 150 mètres carrés peut les impressionner. Du coup, l'autre point qu'on n'entend pas assez souvent, c'est, moi j'avais lu, alors c'était encore l'INSPE, du coup, la formatrice qu'on avait justement qui
qui intervenait sur les pédagogies en fait innovantes, entre autres, qui nous avait expliqué que vraiment il y avait des études aujourd'hui, alors nous avait montré, je ne me souviens plus des études, sur l'épidémie de myopie mondiale, qui en fait est liée au fait qu'on est beaucoup en intérieur, que notre regard, alors que l'humain sur l'échelle de la durée de vie de l'homme, en fait, je veux dire, voilà, c'est normalement on est fait pour regarder au loin, ce qui se passe plus du tout dans nos vies actuelles. On voit bien qu'on regarde qu'à court terme, enfin à courte distance, je veux dire, alors que voilà, le fait d'être dehors. Alors sans reparler, tout à l'heure j'entendais, je voyais, bah oui, l'architecture à un moment ça a été construit avec des choses ouvertes, c'est peu le cas dans les classes quand même aujourd'hui. Voilà, alors que ça change beaucoup de choses. Bah moi qui travaille sur les impacts en ce moment du plein air sur le développement du jeune enfant, je fais des observations avec des vidéos, etc. Et j'ai observé à quel point les jeunes enfants entrent en interaction avec tout ce qui se passe dans le ciel, par exemple, et nous interpellent très régulièrement, dès qu'on est dehors. Si on rentre dedans, ils ne vont pas nous interpeller par rapport au plafond. Mais dès qu'on sort dehors, tout à coup, ils s'intéressent aux oiseaux, aux avions. Ils ont une vue qui va très très loin. Vraiment, des fois, c'est assez impressionnant. Et en fait, c'est parce qu'effectivement, il se passe quelque chose au niveau du développement de l'œil, et même au niveau de la posture. Parce que quand vous êtes souvent dehors, ben, petit à petit, vous redressez. C'est une réalité que j'ai personnellement même vécue. Il y a quelque chose qui change au niveau de l'organisme, parce que c'est normal, quand vous avez un plafond au-dessus de la tête, ben, petit à petit, c'est comme si votre cerveau percevait le plafond, le poids du plafond, alors petit à petit, vous renfermez, puis dès que vous avez l'œil qui part au loin, ben, hop, vous vous ouvrez. Et c'est vrai qu'au niveau du développement du jeune enfant, il y a des failles. On connaît bien le développement de l'enfant, mais il va falloir vraiment maintenant s'intéresser une bonne fois pour toutes aux espaces, quoi. Et bien préciser ce qui se passe par rapport à toutes ces interactions, dehors, dedans, voilà. Je voulais rebondir sur le problème la peur des parents et des enseignants sur le fait qu'ils prennent froid. Je pense que cette peur, elle est au-delà du fait que les enfants tombent malades, que ce soit les parents ou que ce soit les enseignants. On est en surprotection vis-à-vis des enfants en règle générale. Moi, je suis genre du parent à encourager mes enfants à aller jouer dehors, dans le quartier, qui est assez sécurisé. Et c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins. Alors, il y a peur qu'ils prennent froid, il y a peur qu'ils se fassent renverser par une voiture, qu'ils se fassent enlever, qu'ils se fassent mordre par le chien du voisin, ou je ne sais quoi d'autre. Donc, on enferme nos enfants. Et cette peur, j'ai énormément ressenti l'année dernière dans mon école. J'étais avec une équipe enseignante qui avait peur de tout. On en était même à discuter de couper les marronniers de la cour parce que les marrons, c'est dangereux. Mais c'est grave, quoi. Enfin, je trouve que c'est effrayant d'en arriver à une chose pareille. Empêcher les enfants de monter sur un banc parce qu'ils risquent de tomber. Enfin, voilà, c'est... Après, on est responsable en tant qu'enseignant, donc je peux entendre, mais cette crainte, c'est un vrai frein. Et l'école du dehors, je pense que c'est un des freins aussi majeurs pour ça, c'est jusqu'où on va ? Est-ce qu'on peut laisser les enfants grimper aux arbres ? Est-ce qu'on peut les laisser toucher un champignon ? Est-ce qu'on peut... Enfin, voilà, il y a plein de questions de ce genre. Et je pense que si on lâchait un peu de lest, ce serait peut-être plus simple. Parce que j'ai des parents qui sont ravis de mettre leur enfant dans un établissement plein air. Donc eux, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a rien, ils sont trop contents, tout va bien. Mais effectivement, j'ai quelques mamans assez réticentes. « Ah bon, mais vous les sortez quand il fait froid, mais vous ne vous rendez pas compte, etc. » Et après, je fais un travail là-dessus d'accompagnement pour leur montrer que, bah, écoutez, on va essayer de tenter, on va essayer. Je parle, on parle beaucoup. Et petit à petit, le parent se rend compte que c'est bénéfique et il reste. Ça peut arriver de temps en temps que j'ai un parent qui parte. Je reconnais un parent qui s'en va parce que pour lui, c'est trop dur de dépasser ses représentations, toutes ses peurs. Mais c'est vrai qu'il va falloir former, initier et repartir, proposer d'autres points de vue parce qu'il y a trop de peur, ça c'est certain. Et moi, quand je suis arrivée dans mon établissement il y a 10 ans, j'avais peur parfois. Quand je voyais l'enfant monter sur un toboggan, je l'accompagnais presque de trop. Et la nature m'a aidée à me réajuster et me dire « mais regarde ce que l'enfant est capable de faire ». Et j'ai repris confiance et maintenant je laisse effectivement beaucoup plus l'enfant expérimenter tout ce qu'il veut avec son corps. Mais parce que même moi, j'ai été effectivement formatée d'une certaine manière, avec des peurs, des craintes. Surtout dans la petite enfance, je peux vous assurer que
les coordinatrices, généralement, quand elles débarquent dans les structures pour inspecter l'établissement, on en a une il y a 4 ans qui ne supportait pas la présence de certains matériaux à disposition des enfants. Donc j'avais tout caché. Hein. Tout caché dans... Elle a un petit placard. Voilà, un petit placard derrière, je un planque petit tout. bungalow où elle Voilà, planque. je planque tout. Et après, j'ai tout ressorti. Mais bon, à un moment donné, il faut essayer de trouver des solutions parce qu'effectivement, vous avez des fois affaire à des personnes qui sont, enfin, je m'excuse du terme, mais un peu délirantes. Hein. On est un peu parfois dans du délire. Moi, j'appelle ça le truisme. Hein. C'est une sorte de délire collectif parce que l'enfant ne parle pas, ne peut pas forcément exprimer ses besoins. Et vous avez des personnes comme ça qui affabulent, qui racontent n'importe quoi sur non, ne touche pas la coccinelle, elle va te faire du mal. Non, elle ne va pas te faire du mal, la coccinelle. Donc moi, j'ai des fois des stagiaires, elles disent non, touche pas à la terre, tu vas tomber malade. Je dis non, ne dites pas ça à l'enfant. Il ne va pas tomber malade parce qu'il va toucher la terre. Il y a tout un travail effectivement à faire, mais de formation, hein, vraiment de formation. Je pense que la boucle, elle est bouclée sur la question de la formation. Tout à l'heure, quand Thomas et Céline parlaient d'incompréhension et de conseils un peu ubuesques qui pouvaient être fournis par la médecine, les médecins, etc., je pense que plus que de l'obscurantisme, c'est du manque d'information solide. Et on en revient avec l'information parce que nous-mêmes, on voit que nos freins, nous-mêmes en tant que praticiens, c'est souvent parce qu'on ne sait pas, et là on est sur un problème sociétal qui est de où aller chercher l'information. Que ce soit sur la question du Covid ou autre, mais aussi sur ces problèmes de société. Et l'idée forte ici, aujourd'hui, ce week-end et partout où je pense que vous irez, c'est celle aussi de travailler sur comment faire passer les messages, comment travailler sur l'aspect rationnel des choses dont on parlait tout à l'heure, et de ne jamais s'arrêter de se former, de s'auto-former, et ça passe par les échanges également. Et c'est aussi une manière pour moi d'annoncer l'après-midi, puisque cet après-midi va être dédié à des échanges de pratiques. Je vous en dirai plus à 14h.